Nous les Africains, nous sommes durs d'oreille. En ce moment, nos frères, certains de nos frères patriotes du Congo, les Wazalendo, sont en train de combattre pour l'intégrité du territoire congolais. Des civils, des gens qui ont laissé leurs occupations pour aller défendre leur territoire. Des tirs résonnent à Goma, sur les bords du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces dernières 24 heures, les combats se sont intensifiés. Sur ces images tournées à l'aéroport, l'armée congolaise semble dépassée par l'avancée des rebelles du M23. C'est très compliqué. Nous avons essayé de tenir, mais en vain. Goma se retrouve désormais à la merci des rebelles du M23, appuyés par plus de 3000 soldats rwandais. Ces dernières semaines, ils se sont déjà emparés de plusieurs localités, poussant à l'exode 400 000 personnes, comme Alice, qui pensait être en sécurité à Goma. Regardez ce matin comment c'est la débandade. Nous souffrons beaucoup. Les gens fuient de partout. D'ailleurs, nous autres ne savons plus où aller, car ça fait longtemps que nous avons commencé à fuir. Face au risque humanitaire, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier soir à New York. La ministre des Affaires étrangères de RDC a dénoncé l'implication de son voisin rwandais. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Il est impératif que les combats cessent immédiatement. Le Rwanda de Paul Kagame rejette lui la faute sur la RDC du président Félix Tshisekedi, l'accusant de soutenir des opposants rwandais hostiles au pouvoir en place à Kigali. Des accusations sur fond de relations houleuses depuis le génocide rwandais il y a 30 ans. Alors qu'est-ce qui se joue en ce moment à Goma ? La communauté internationale peut-elle parvenir à une médiation entre la RDC, les rebelles et le Rwanda ? Ou les combats dans le nord Kivu risquent-ils de provoquer un embrasement régional ? Aujourd'hui, devant tout ce que nous avons dit dans le passé, aujourd'hui devant l'évidence de ce que ces génocidaires de Kagame et associés sont en train de faire, nous savons qu'il y a derrière. Qui arme ces gens-là? Qui leur donne les technologies? Comment ils font pour savoir les positions de l'armée congolaise? Il y a des pouvoirs derrière. Et aujourd'hui, ce n'est même pas caché. Nous savons tous que ce sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, c'est-à-dire ceux qui se sont autoproclamés communauté internationale, qui commettent des crimes partout dans le monde au nom de la démocratie et des droits humains. Qu'aujourd'hui, la société civile occidentale est la première à dénoncer la politique occidentale dans le monde. Si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Et on aurait pu éviter déjà beaucoup de ces morts, beaucoup de ces victimes innocentes aujourd'hui en Congo. L'impérialisme aujourd'hui, le vrai visage de la politique étrangère et commerciale européenne en Afrique, c'est ça. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, l'Union européenne parle du droit international, à juste titre. Mais quand son allié rwandais viole la souveraineté congolaise, commet des massacres, elle soutient. Comme quand Israël occupe la Palestine, le Liban, la Syrie, l'Union européenne se range du côté de l'agresseur. Alors aujourd'hui, faisons pression sur les dirigeants européens parce que ce n'est pas acceptable que l'Europe joue ce rôle-là. Alors il est possible aujourd'hui de faire pression, c'est nécessaire pour que l'Europe arrête sa complicité avec les crimes sur place. Alors envoyons un message à Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ou à la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Kaja Kallas. Envoyez-leur un message par les réseaux sociaux, envoyez-leur cette vidéo-ci. Et en plus, mobilisez-vous dans la rue parce qu'il faut mettre la... Mais ils s'en fichent pas mal. Des gens qui depuis 30 ans sont en train de s'aimer morts, zizani, sur le territoire congolais. Et nous disons que nous voulons négocier avec eux. Nous voulons négocier avec qui? La France. L'histoire de la France en Afrique, nous la connaissons. Nous la vivons en ce moment. Pourquoi certains accusent-ils la France de complicité de génocide ? Rappelons d'abord le contexte. Mai 1994. Dans les journaux télévisés,
les Français découvrent ces images. Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir. Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu. Quelques jours plus tard, sur une autre chaîne, un témoin accuse. Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. Aujourd'hui encore, le rôle de la France dans ce drame est controversé. Des journalistes, des chercheurs, des juristes demandent depuis des années l'ouverture des archives. Ces archives, ce sont les notes, les rapports, les télégrammes diplomatiques émis par l'Élysée et les différents organes de l'État concernés. En 2015, François Hollande avait pris l'engagement de les rendre accessibles. On en est loin. L'accès n'est donné que ponctuellement et partiellement, ce qui entrave le travail des juges et des historiens. Le risque, ce serait qu'on en arrive à une troisième guerre du Congo, c'est-à-dire une guerre ouverte entre la RDC d'une part et le Rwanda d'autre part. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter tout ça ? Eh bien, il faut reconnaître que c'est très difficile d'arrêter tout ça parce que toutes les solutions ont été essayées et toutes ont échoué. Il y a des casques bleus de l'ONU qui sont dans cette région depuis 30 ans. Seulement, l'ONU voit bien qu'ils sont dans une impasse, ces casques bleus sont souvent très impopulaires et donc l'ONU essaie de se désengager. En 2023, il y a des forces d'interposition qui venaient d'Afrique de l'Est, des soldats kenyans, des soldats sud-soudanais sont venus aussi, mais ils ont vu qu'ils n'y arrivaient pas. Ils étaient accusés par la population de pillage, etc. Et eux aussi sont partis en décembre 2023. Maintenant, on parle de forces d'interposition qui viendraient de la communauté des pays d'Afrique australe, le cône sud de l'Afrique. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous ? Eh bien, au moins en parler. C'est pour ça qu'il faut saluer le geste des joueurs de la RDC. Ils ont raison de dénoncer ça parce que c'est un scandale dans le scandale. Non seulement cette guerre qui n'en finit pas est monstrueuse, et en plus il est encore plus scandaleux que l'opinion publique mondiale ne s'en empare pas. Les États-Unis qui étaient derrière l'assassinat de Patrice Lumumba, les crimes de la CIA au Congo, nous le savons. Nous avons un grand problème. C'est la classe dirigeante congolaise. Dans ce cas particulier, et les nègres de salon que nous appelons classe dirigeante africaine. Ce sont des indignes, des minables. Des gens qui ne font la politique que pour se remplir les poches, qui n'ont aucune conscience communautaire, qui se fichent pas mal du destin de leur peuple. Il suffit seulement que eux et leur famille puissent dormir dans une belle villa, les enfants étudiants en Europe, ils prennent les pourcentages sur tous les marchés africains, qui vont flanquer dans les comptes chiffrés, dans les paradis fiscaux. La pratique est très répandue chez les présidents africains et cela suscite de plus en plus de critiques dans leurs opinions publiques. Seydi Kaba, vous avez signé récemment une chronique acerbe dans les colonnes du Monde Afrique contre ces présidents qui se font soigner hors de chez eux. Pourquoi sont-ils aussi nombreux à aller en Europe, par exemple, pour se faire soigner? Parce que simplement, dans la plupart des cas, les présidents n'ont pas construit dans leur pays des systèmes de santé adaptés qui leur auraient permis de venir recevoir le soin. Il y a les présidents, il y a toute l'élite au pouvoir qui n'a quasiment aucune connaissance de l'état de santé dans les infrastructures qui sont devenues plus de mouroirs que de véritables structures de santé. Et l'attitude de ces chefs d'État et de leur famille, c'est de prendre aussitôt qu'ils sont malades un avion pour Paris ou pour Londres ou pour Madrid, donc laissant les autres citoyens confrontés à ces systèmes de santé dont l'état est lamentable. Mais c'est pas un problème de moyens? Peut-être que ces hôpitaux ne sont pas équipés comme il le faut. Oui, parce qu'ils n'ont pas choisi de les équiper, parce que le coût de leur évacuation sanitaire aurait permis sur le long terme de construire de véritables structures de santé. L'évacuation, l'affrètement d'un avion médicalisé Paris, Bamako, Paris par exemple, revient à plus de 120 000 euros
Donc vous voyez, si cet argent-là avait été épargné et investi localement, il aurait permis à nos pays d'avoir des structures de santé où les chefs d'État peuvent venir se soigner. Et ces séjours à l'étranger pour se faire soigner coûtent très cher. Qui paye? C'est le trésor public. C'est justement, on ne peut pas expliquer aux citoyens à Abidjan, à Ouaga ou à Dakar que dans les urgences des hôpitaux, il n'y a pas le minimum pour prendre en charge les patients et dans le même temps prélever des sommes importantes. Une longue hospitalisation à l'hôpital américain de Neuilly à région parisienne peut revenir jusqu'à 300 000 €, l'équivalent de 200 millions de francs. Donc c'est des sommes énormes qui sont prélevées sur l'argent, sur le trésor public, sur les maigres ressources et qui auraient été plus utiles dans la construction des structures de santé qui auraient permis au président de se soigner sur place et de permettre à leurs concitoyens d'accéder à des soins essentiels. Comment est-ce que c'est vécu aujourd'hui à l'heure de l'information continue, des réseaux sociaux, etc. Justement, il y a quelques années, quand le président le faisait, c'était une sorte de secret. Le président est absent, on ne sait pas où il est allé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les informations sont aussitôt répercutées dans les capitales africaines. On se souvient tous, lorsque les Maliens ont appris que Ibeka est venu se soigner, les gens ont lancé le mouvement tous au Val-de-Grâce. Ça veut dire que tous les Maliens n'ont qu'à venir désormais se soigner au Val-de-Grâce en critiquant le choix du président de venir se soigner ici, alors qu'en 2014, il avait pris 30 millions d'euros du trésor malien pour acheter un avion. Donc, il y a un sentiment de révolte qui, à mon avis, va aller grandissant parce que la société africaine a changé. Il y a aujourd'hui une société civile qui est beaucoup plus exigeante. Il y a une jeunesse qui est à l'heure des réseaux sociaux qui ne peut plus accepter que les choses continuent en cette période. Les mœurs ont changé et les pratiques des présidents africains aussi doivent changer. Sinon, ils subiront la faute de leur population. C'est ça la classe dirigeante africaine. Et plus nous allons avancer dans ce conflit congolais, plus ils vont trouver d'autres stratégies, ils vont financer d'autres groupes. Mais comme ils ont créé M23, ils peuvent créer Kappa 12 demain. Ils ont les moyens. Et les malades mentaux, les fous, ces Africains assoiffés de pouvoir, il y en a partout. Partout dans le monde, il y a des hommes assoiffés de pouvoir qui sont prêts à vendre l'âme au diable pour leurs intérêts personnels au détriment de leur peuple. Le seul espoir du Congo se trouve dans la population civile congolaise. Je vous ai dit, le talon d'Achille des Américains, des Français et des Anglais, les autoproclamées communautés internationales qui ne respectent même pas la Cour pénale internationale, qui ne respectent pas la Cour de justice internationale, qui se permettent d'aller aux Nations Unies insulter tous ceux qui ont pris position contre les crimes du pouvoir atlantico-sioniste en Palestine. La déclaration donc de Joe Biden, le président américain a fustigé la demande du procureur de la CPI. On vient de l'entendre, malgré les récentes critiques contre Netanyahou, dont on parle souvent avec vous, Mathieu, on ne touche pas à l'allié israélien. Les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, on vient de le voir. D'abord parce qu'il faut bien le reconnaître, il y a une idée persistante ici, selon laquelle les institutions américaines suffisent largement à l'Amérique. On a vu souvent des présidents américains, démocrates comme républicains d'ailleurs, s'affranchir de l'avis des organisations internationales. C'est un euphémisme. Nous ne prendrons que le cas emblématique de l'engagement américain en Irak, évidemment, en 2003, mais au-delà de cela, la démarche du procureur Karim Khan, c'est son nom, qui consiste à incriminer dans la même déclaration les leaders d'une organisation islamiste qualifiée de terroriste par l'Occident et les représentants d'Israël démocratiquement élus, à qui personne de censé ne reconnaît pas le droit de se défendre. Cette juxtaposition n'est pas insupportable que pour Joe Biden. Et ici, au Congrès des États-Unis, en dehors de quelques élus isolés et personnellement concernés par le conflit à Gaza, personne ne soutient cet amalgame, disons-le. Et enfin, il faut le dire, si les États-Unis reconnaissent la légitimité de ces poursuites, cela réveillerait le douloureux et lourd dossier irakien, encore une fois, et la multitude des interventions américaines à travers le monde au cours des dernières décennies, lesquelles interventions ont parfois eu des conséquences absolument catastrophiques et sans bénéficier de l'aval d'une juridiction internationale, pas même d'un consensus. En clair, ce qui inquiète l'Amérique, c'est qu'un jour, un magistrat de la CPI décide de poursuivre
George Bush sur l'Irak, Nixon sur le Vietnam ou post-mortem également, par exemple Madeleine Albright sur la Serbie et le Kosovo. Et vous voyez bien qu'on n'en finirait pas. Karim Khan est un procureur élu par les représentants des pays adhérents à la CPI, il faut le rappeler. Alors qu'il était avocat, il a défendu le fils de Mouammar Kadhafi et Charles Taylor. Et le simple fait que ces éléments de sa biographie soient rappelés avec insistance ici aux États-Unis et globalement par la presse occidentale indique que cet épisode pourrait bien, à terme, fragiliser la notion même de juridiction internationale. Écoutez bien les premières déclarations du dépravé mental qu'ils ont mis sur l'Amérique aujourd'hui. Ils demandent la déportation des Palestiniens sur leur sol. Ils parlent d'annexer certains pays au gré ou contre la volonté de ces peuples. Le président américain Donald Trump a fait d'inquiétantes et dangereuses déclarations. Il dit réfléchir à un plan pour, je cite, nettoyer Gaza en déplaçant des Palestiniens vers l'Égypte et la Jordanie. Je vous propose d'écouter cette réponse qui lui est faite par un déplacé. Nous disons à Trump et au monde entier, nous ne quitterons ni la Palestine ni Gaza, quoi qu'il arrive. Si Dieu le veut, on restera à Gaza. On ne quittera jamais notre terre, quoi qu'en dise Trump, et même le monde entier. Regardez ce qui se passe dans le monde. Un jour, ce qu'ils sont en train de demander aux Palestiniens, c'est la même chose qu'ils sont en train de demander aux Congolais, de quitter leur terre. Mais là, c'est pas eux-mêmes qui agissent directement. Ils font agir des criminels, des assassins, des psychopathes comme Paul Kagame qui est là, la Cour pénale internationale ne le voit pas. Il est protégé par le pouvoir occidental. Voilà la réalité de la situation. Ceci dit, j'ai dit aux Congolais, ça fait combien d'années? Je vous dis, prenez les ambassades des États-Unis. Je l'ai dit jusqu'à dans les accusations contre moi, par la dénonce qu'ils m'ont faite au tribunal, dans les accusations contre moi, c'est écrit blanc sur noir que moi je vais envoyer les Africains sur les ambassades des États-Unis, de la France. Heureusement que les Africains ne m'écoutent pas. Donc je suis pas un danger. Si les Africains m'écoutaient, alors je serais un danger. C'est écrit blanc sur noir. D'ailleurs, je vais poster la procédure pour que tout le monde puisse le lire, ceux qui parlent italien. C'est leur talon d'Achille. C'est ça qui leur fait peur. C'est le courroie de transmission entre l'Occident et leurs actions sur notre territoire. Les ambassades occidentales en Afrique sont remplies d'argent. Militaire. Non, tu étais instructeur, mais où est-ce que tu as fait l'armée, toi? L'instruction? À la Légion étrangère. La Légion étrangère, dans quel pays? En France. En France. Donc tu quittes là, tu as fait ça en France pour venir se battre contre nous. Alors on se bat pour l'avenir de nos enfants. Assis-toi. Partez! Il faut encercler l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Je répète, il faut encercler l'ambassade des États-Unis à Kinshasa tant que l'Est du Congo n'est pas libéré. Et toutes les preuves que nous avons sur l'implication des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, qui est le cœur puissant de cette satanique-là, nous ne pourrons rien faire à ces gens-là. Mais il faut empêcher que quelqu'un entre ou sorte des ambassades des États-Unis. L'ambassade de France à Kinshasa, attaquée par des centaines de manifestants. À certains endroits, le bâtiment est brûlé, mais l'incendie a pu rapidement être maîtrisé. Nous revendiquons notre liberté sur notre sol, sur tous les plans. Ce que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France. Le Quai d'Orsay a immédiatement réagi, condamnant avec la plus grande fermeté cette attaque. Les ambassades de la Belgique, des États-Unis ou encore du Rwanda ont aussi été visées. Car à plusieurs centaines de kilomètres de là, dans la ville de Goma, les combats s'intensifient. D'un côté, les forces armées congolaises. De l'autre, les combattants rebelles du M23 alliés du Rwanda. Une guerre sanglante. Les cadavres sont d'ailleurs toujours visibles dans les rues. Selon la ministre des Affaires étrangères congolaise, depuis le début du mois de janvier, les combats ont déjà fait plus de 500 000 déplacés.
Si jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu coucher l'Iran, rappelez-vous d'où est partie la révolution iranienne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que même au milieu de ça, il y a des spy-ops. Mais c'est parce qu'ils ont pris l'ambassade des États-Unis. Et eux, ils sont allés jusqu'à pénétrer dedans. Ils ont fui. Moi, je ne vous dis pas de pénétrer dans une ambassade. J'ai dit encercler la, couper courant, couper Internet. Et adressez-vous au monde entier en pointant le doigt sur les États-Unis, responsables du génocide congolais. Plus de 18 millions de morts. Vous attendez quoi? Vous êtes dans les rues de Kinshasa à vous balader avec les motos, pam, les manifestants. Ils s'en fichent pas mal. Il faut les accuser à Mondovision, encercler les représentants, parce que les ambassades représentent, l'ambassade des États-Unis représente les États-Unis sur le sol congolais. Donc, en nous adressant à ces ambassades-là, nous nous adressons aux psychopathes malades mentales, dépravés, qui viennent d'installer sur le pouvoir américain. Cette même narration, on va vous prêter. L'Amérique a plus de 30 000 milliards, je sais pas combien de dettes, ils savent pas comment payer ça. Un peuple endetté par le pouvoir bancaire qui commande les États-Unis, ils vont nous aider économiquement. Vous allez aider qui? Que l'Amérique se finance sur le dos, sur la sueur, sur le sang des autres peuples du monde. Je vous dis, n'oubliez jamais que cet État a été créé sur un génocide et la déportation de millions et millions de nos ancêtres. Seulement en 68, là, le noir n'avait pas droit à monter dans un bus, aller dans un restaurant ou dans une école avec un blanc. Le 1er décembre 1955, dans un bus à Montgomery en Alabama, Rosa Parks, une femme noire, refuse de céder sa place à un blanc comme l'imposent les lois racistes. Son arrestation provoque un boycott des bus de la ville par la communauté noire pendant 1 an. Sous la conduite du jeune pasteur Martin Luther King, la bataille pour les droits civiques se transforme en mouvement politique de masse. Depuis la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage au 19e siècle, les États sudistes refusent l'égalité des Noirs et ont multiplié les lois ségrégationnistes. Pour s'opposer à cette discrimination, les associations de défense des Noirs mènent d'abord un combat juridique qui permet à partir des années 40 de renverser la doctrine du développement séparé. En 1954, la Cour suprême interdit la ségrégation scolaire. Mais c'est la désobéissance civile de Rosa Parks et la campagne pour abolir la ségrégation dans les transports publics de l'Alabama qui lance véritablement le mouvement des droits civiques. Boycotts, manifestations et sit-ins se multiplient à travers le pays. En 1963, la marche sur Washington marque l'apogée du mouvement non violent et conduit le président Johnson à signer le texte mettant fin à toute forme de discrimination raciale officielle. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Il faut me prendre ces ambassades américaines-là. Sinon, arrêtez de me fatiguer. En posant certains actes, nous protégeons nos soldats, nous protégeons les Ouazalendo. Mais nous sommes là dans du désordre, dans la divagation, dans du folklore, dans des choses inutiles. Il faut poser des actions. C'est une guerre de communication. Il faut avoir une stratégie et des tactiques de combat devant certaines situations. Les 99% des hommes politiques, des hauts officiers congolais sont pourris, vous le savez vous-même. Mais ceux-là, dans ce chaos, dans ce désordre, dans cette souffrance-là, ces gens-là vivent bien. C'est vous et vos enfants, c'est-à-dire le peuple et les enfants du peuple qui souffrent. Ce ne sont pas les nègres des salons que par chance on peut se retrouver parce que c'est une question de destin, à la guide du pays à certains points, qu'ils vont se permettre de penser seulement à leurs intérêts parce que ce qu'ils font, ils sont tous corrompus. Nous avons vu les Nations Unies voler l'or du Congo. On vous a posté les films. Nous avons vu la communauté européenne signer des contrats avec un État qui n'a pas les matières premières que la communauté européenne veut. Mais de quoi nous parlons? C'est une guerre. Et moi, je veux gagner cette guerre-là sans tirer une balle, sans aucune violence. Prenez-moi à Kinshasa l'ambassade des États-Unis. Bouclez-la tant que le problème de l'Est du Congo n'est pas mis sur la table au niveau international. C'est le peuple qui prend ses responsabilités parce que c'est le peuple qui souffre tout ça. Si vous ne pouvez pas les faire continuer à divaguer, 30 ans ce n'est rien. Nous allons continuer cette guerre-là. Et tant que le Congo sera dans cette situation de déstabilisation, c'est toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique, tout le golfe de Guinée qui est dans le chaos. Bonne journée à tout le monde.
Abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici.